du jamais vu. C'est incroyable, incroyable. Écoute, c'est vraiment impressionnant. Oui, cela donne une idée de ce à quoi ressemble la vie normale en ce moment. Beaucoup d'activités, oui, c'est exact. Écoutez, commençons, si vous le souhaitez, formellement notre entretien. Allez-y. Et j'aimerais commencer par un sujet économique, Monsieur le Président, car on parle beaucoup de géopolitique, et bien sûr nous allons parler de géopolitique, mais un rapport de la CEPAL, qui est l'Organisation de l'économie de l'Amérique latine, vient tout juste de sortir. Ce rapport indique que la plus forte croissance en Amérique latine pour l'année 2025 sera celle du Venezuela, avec une croissance estimée à 9%. Et donc la question est, Monsieur le Président, comment dans ces circonstances, un pays sous embargo, un pays soumis à des mesures coercitives, unilatérales, illégales, un pays qui est fortement menacé par les États-Unis, comment parvient-il à réaliser ce miracle économique? C'est Une bonne question, tu vois. Et le commandant Chavez a tracé les lignes directrices dans le plan de la patrie. Et nous avons fait nos preuves dans le pire des moments. Pendant le blocus qu'on nous a imposé, où on nous a retiré 99% des revenus pétroliers, où rien n'était produit au Venezuela, où nous ne pouvions plus rien importer, nous avons dit, nous allons aller de l'avant, nous allons croître dans cette conjoncture, et c'est ce qui s'est passé. Le Venezuela s'est élevé du point de vue spirituel, du point de vue doctrinal et de la politique économique. Nous avons conçu une politique absolument correcte, une économie réelle avec de vraies valeurs qui s'articuleraient dans une nouvelle force productive. Et qu'est-ce qui croit? L'année dernière, où nous avons eu 9% de croissance, et cette année, ce sera à peu près pareil. 9%, peut-être plus. Et ce qui croit? L'économie réelle croît, l'économie qui produit des biens, des services, qui génère de la richesse à un stade avancé qui, véritablement, étonne. Nous avons des éléments très importants. Regarde, excuse-moi de te le dire, regarde cette beauté. comme c'est beau. C'est la place de la victoire. On a célébré les 80 ans de la victoire contre les nazifascistes italiens, comme c'est beau. Ensuite, l'économie réelle se développe. Chacun des 14 secteurs de moteurs représente 14 moteurs réels. Et le grand défi à présent, comme je l'ai dit, est que les 14 moteurs mettent en œuvre une politique de réduction quasi radicale de toutes les importations. Je fais tout au Venezuela. Deuxièmement, prévoyez une ligne d'exportation. Pour l'exportation, Pas du pétrole, pas du pétrole, nouvelle source de monnaie. Et troisièmement, approvisionner le marché. Je pourrais vous l'expliquer d'une meilleure façon, c'est-à-dire remplacer radicalement toutes les importations, absolument toutes, jusqu'à atteindre zéro importation par deuxièmement, produire tout le nécessaire pour continuer à approvisionner 100% du marché national. dans le secteur alimentaire, mais pas industriel. Dans tout, dans tout, dans tout. Nous parlons des services publics, des biens, de tous les besoins du pays, les vêtements, les chaussures, tout, les ballons de football, tout produire. Les véhicules, Les véhicules, bien sûr. Et troisièmement, continuer à croître dans le grand moteur des exportations non pétrolières, continuer à croître dans l'exportation d'aliments provenant de la mer, de produits organiques, de la terre. Continuer à exporter notre café en pleine expansion, le meilleur du monde. Exporter le chocolat, le cacao, etc. Nous avons déjà tracé le chemin et nous exportons de plus en plus. C'est donc une économie qui a de grands défis à relever pour continuer à s'articuler, car personne ne peut crier victoire. Une chose est d'avancer sur un chemin, mais c'en est une autre de dire non, c'est bon, c'est déjà prêt, non, ceci est encore en train de se faire, de se construire, et les 14 moteurs ont démontré une grande vitalité. Et la bonne nouvelle, c'est que pour la deuxième année consécutive, nous sommes en tête depuis le Venezuela. Assiégés, menacés, nous menons la croissance économique de toute l'Amérique latine et des Caraïbes. Une excellente nouvelle. Monsieur le Président, ce succès économique n'empêche pas, pour l'instant, qu'il y ait comme une nouvelle hausse de l'inflation. Et donc la question est, dans ce contexte si difficile, disons du point de vue géopolitique dont nous parlons,
Quelle stratégie votre gouvernement a-t-il pour contrôler l'inflation, stabiliser la monnaie et améliorer le pouvoir d'achat des retraités, des travailleurs, des salariés? Tout d'abord, nous avons adopté une stratégie absolument correcte qui est l'indexation de tous les revenus. Cela n'est pas évoqué dans le monde, mais c'est une formule que nous avons essayée, l'indexation, et elle a permis, avec l'entrepreneuriat, la combinaison du travail créé, de l'emploi. En raison de l'indexation des initiatives familiales et des projets coopératifs entre les travailleurs, le Venezuela dispose de l'un des marchés intérieurs les plus puissants et nous connaissons ce que j'appelle, depuis septembre de l'année dernière, de l'année 24, une surchauffe interne du commerce. En ce moment, en décembre, cette année, le commerce, les ventes et la consommation ont augmenté de 34%. Autrement dit, il y a toujours une surchauffe très significative. Désormais, les produits nationaux couvrent 90% de tous les produits du marché national et il y a une croissance du commerce de 34% cette année encore. Cela signifie qu'il existe une réelle capacité d'achat, une véritable capacité de consommation au sein de la famille vénézuélienne. Et la famille vénézuélienne qui nous regarde sait que c'est vrai. Maintenant, il faut consolider cela comme modèle. L'autre sujet vraiment qui concerne l'attaque spéculative permanente contre la monnaie est une question que nous avons réussi à surmonter par étapes. Et par étapes, cela devient aussi ce que l'on pourrait appeler l'objectif central de cette extrême droite et des campagnes de menaces économiques et de blocus économique de l'Empire. L'un des objectifs maintenant, avec toute cette question de l'attaque contre les pétroliers, de la vente de pétrole du Venezuela, et de perturber à nouveau la vie monétaire et les équilibres que nous avons déjà atteints et consolidés lors des étapes précédentes. C'est une perturbation que nous savons comment affronter, que nous allons affronter. Et lorsque nous ferons le podcast dans un an, tu verras que nous l'aurons déjà surmonté. Moi, j'aime me promener ici la nuit pendant cette période de célébration religieuse car il y a tellement de monde, une ambiance formidable. Oui, c'est exact. Nous sommes déjà en route, mais puisque tu me l'as rappelé, passons par l'endroit où je suis né. Excellent. Écoutez, Monsieur le Président, donc je voudrais aborder un autre sujet dont on ne parle pas beaucoup, à savoir l'originalité du modèle politique vénézuélien. Cette année 25, vous en particulier, ce n'est pas nouveau, mais vous avez grandement stimulé cette année l'État communautaire, n'est-ce pas? Et dans ce contexte, pourquoi avez-vous décidé d'approfondir l'autogestion populaire au lieu de centraliser le pouvoir à un moment où il y a tant de menaces contre le Venezuela? La commune est-elle la réponse politique bolivarienne face au modèle de démocratie libérale que l'Occident promeut? Y a-t-il un modèle spécifique de démocratie vénézuélienne auquel vous pensez? Je crois que ce modèle est né avec le livre bleu de 1990 du commandant Chavez, où il parlait déjà de la démocratie bolivarienne, de la démocratie populaire. Regarde, c'est sur la place Saint-Pierre, dans l'église Saint-Pierre. C'est là qu'on m'a baptisé. C'est là que j'ai fait ma première communion. J'ai étudié au collège Saint-Pierre, là-bas, tu vois. C'est un collège de religieuses. De religieuses. Et bon, j'ai grandi par ici, bien sûr. C'est bien, quelle belle église. Il y a aussi La messe, tu vois. La messe du 30 et 1 décembre. Pierre, qui s'appelait aussi Simon, comme Bolivar, n'est-ce pas? Oui. C'est ici que j'ai étudié dans ce collège Saint-Pierre. Des souvenirs inoubliables. Et c'est dans cet immeuble que je suis né, que j'ai grandi. Ici, dans Celui-ci. Oui, il y a un appartement de 50 mètres carrés. voilà le balcon dont vous parlez. Ce balcon, oui, mais à l'époque, il n'y avait pas de fenêtre. C'était un balcon ouvert. Ces immeubles ont été construits par des Italiens qui sont venus, et l'église aussi, L'église est très italienne. toute la communauté italienne qui est venue dans les années 50 à l'époque de Peregrina. Vous dites que dans votre immeuble vivaient des Italiens, des Portugais, des Espagnols. Vraiment très cosmopolite. Quand j'étais enfant, je comprenais parce que la mère de mes amis parlait italien chez elle et Moi aussi, j'ai grandi comme ça. C'est vrai que je me sentais plus proche. J'avais 10 ou 12 ans d'italien, il y en avait et on parlait. C'était des Siciliens. ceux-là venaient du sud et il y en avait aussi de Rome.
Et je me souviens que je comprenais l'italien, je ne le parlais pas, mais je comprenais tout ce que disait la mère et aussi le portugais. Ensuite, j'ai aussi appris à parler un peu de portugais avec quelques camarades brésiliens. Et puis, il y avait aussi beaucoup de Galiciens qui vivaient ici. Galicien, je suis galicien, comme vous le savez. Beaucoup de familles galiciennes, assez nombreuses, très travailleuses. Toute la communauté espagnole, les Portugais, sans aucun doute. Merci, Celita. Sans aucun doute, la démocratie occidentale, la démocratie classique qu'on appelle libérale, Libéral, oui. dans un état d'épuisement terminal, elle ne représente plus les peuples. Ce sont des démocraties sans peuple, ce sont des démocraties manipulées, manipulables, ce sont des démocraties pour les minorités. Et de plus en plus, ce sont des démocraties qui fonctionnent à partir des multimillionnaires, des grands consortiums, et ce sont des démocraties soumises à la manipulation des réseaux sociaux, à la manipulation émotionnelle des réseaux sociaux. Alors, la communauté, le citoyen, n'a pas de pouvoir dans cette démocratie. C'est l'essentiel. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'expérience positive dans ce qu'on appelle la démocratie occidentale. Bien sûr qu'il y en a. Ainsi, dès le début, dans notre projet originel, inspiré par Bolivar et Simón Rodríguez, par Ezequiel Zamora, par le livre bleu commandant, Chavez propose de refonder la démocratie à travers un processus constituant populaire et de refonder la formule de la démocratie pour construire une démocratie de tous les jours. Une démocratie permanente. Une démocratie avec le peuple, où l'on donne le pouvoir complet au peuple. Et qu'est-ce que le pouvoir? Tout d'abord, le pouvoir, c'est la politique, décider des politiques publiques. Ensuite, le pouvoir économique, décider des budgets, recevoir les budgets de la nation et le pouvoir de la culture, le pouvoir de l'éducation. Voilà ce que nous sommes en train de construire. Le commandant Chavez a fondé les conseils communaux. Il a fondé le conseil des communes. Et tu peux te souvenir de la façon dont il me l'a confié à moi, mais il l'a confié à nous tous. Il m'a dit, Nicolas, en me prenant par l'épaule, je te confie les communes comme si je te confiais ma vie. Quand il a dit ça, tu vois, je l'ai ressenti. Ici, sur l'épaule et à côté du poids des enfants. Mais heureusement, notre peuple a pris ce poids et maintenant, il ne me pèse plus. Regarde les épaules bien légères. Parce que notre peuple exerce maintenant la démocratie directe. Cette année, nous avons eu 4 consultations nationales. Ah, bien sûr, pour AP, F, CNN, UPI, AFP, pour les médias occidentaux, la démocratie directe n'existe pas. Pour eux, ce qui existe, c'est l'attaque permanente contre le Venezuela, bolivarienne. Mais ici, je lance un défi. À quiconque veut débattre, à quiconque, quel que soit son nom, quelle que soit sa fonction, je le mets au défi de débattre dans n'importe quel quartier de Caracas avec notre peuple, pas avec moi, qu'il débatte avec le peuple pour qu'il voit comment une nouvelle démocratie est en train de se construire. Nous ne prétendons être un modèle pour personne, mais cela oui, nous sommes fiers de ce que nous sommes en train de construire. Ainsi, le peuple est en train de s'autonomiser, de se forger, de se former, 4 consultations, une par trimestre, et en plus, cette année, nous avons approuvé le chiffre est de 33 000 projets populaires financés, réalisés, qui sont des œuvres, dispensaires de santé, cliniques de santé populaire appelées CDI, écoles, lycées, voiries, routes, infrastructures, maisons pour les personnes âgées, maisons pour la jeunesse, et pour ne rien oublier, résolution, solution des problèmes. D'où viennent les projets? De l'Assemblée de quartier. Et comment les projets sont-ils approuvés? Ce n'est pas un maire, un ministre, un président qui les approuve. Moi, je n'approuve pas à cette communauté en disant « Tenez, faites ceci ou cela ». Non. C'est le peuple qui l'approuve par son vote. 33 000 projets. Plus de 330 millions de dollars ont été investis. D'où sont venus ces 330 millions de dollars? Son équivalent en bolivars. Cela provient des 14 moteurs, des impôts perçus, des ventes à l'étranger, du pétrole, de ces bateaux de pétrole qui partent. Ils se transforment ensuite en œuvres communautaires. Ils deviennent des besoins, des solutions à ces besoins. Je pense donc que nous sommes en train de construire une démocratie vigoureuse à cycle permanent.
Une démocratie de participation directe, où le peuple détient le pouvoir et où seul le peuple décide. L'expression de Chavez, quand Chavez disait « ce n'est pas un homme, C'est un peuple », ce n'est pas Maduro, c'est une république, c'est un peuple. Et Maduro, ce qu'il fait, c'est être l'interprète d'un pouvoir, qui est le pouvoir populaire. combien de communes y a-t-il actuellement dans le pays, Monsieur le Président? Il y a 49 000 conseils communaux. 49 000. Oui, il y en a. Mais nous sommes organisés pour les consultations trimestrielles dans 5 336 circuits communaux. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, là où il y a des communes, la commune articule les conseils communaux et cela forme un circuit communal. Mais là où il n'y a pas encore de communes, des circuits communaux ont été organisés pour que les gens puissent voter et décider. Donc c'est un modèle qui nous est propre. Nous ne l'avons copié de personne. Et cela aussi bien en ville qu'à la campagne, par exemple. Autant Dans la capitale qu'en province. Du nord au sud, d'est en ouest. Partout, même si tu vas dans la montagne. Même dans les endroits les plus reculés, dans le hameau, à la campagne, dans n'importe quel quartier où tu voudrais aller maintenant. Si nous allions dans n'importe quel quartier en ce moment, on dirait que les gens fêtent encore déjà le 31, même à cette heure-ci. Mais où que tu veuilles aller à cette heure, où tu veux, tu peux y aller. Et là, il y a un conseil communal, une commune, il y a des porte-paroles, du leadership. 70% des leaders sont des femmes. C'est donc vraiment ce que j'appelle 2025 a été le déclic, le bang. Du pouvoir démocratique du Venezuela, cela fait partie du pouvoir national. Monsieur le Président, vous avez critiqué et dénoncé, vous venez de le faire à l'instant, l'existence d'une guerre médiatique et cognitive contre le Venezuela, contre le processus bolivarien. Comment votre gouvernement lutte-t-il pour que la vérité de ce qui se passe ici parvienne à l'opinion publique internationale, surtout à un moment comme celui-ci, où la communication est dominée par les réseaux sociaux? Nous avons créé un système national qui commence également à avoir un impact international. C'est ainsi que je l'ai décrit dans un livre que j'ai publié. En plus, c'est maintenant qu'il faut le montrer. Des rues aux réseaux, des réseaux aux médias, des médias aux murs et à la radio Bemba que dans d'autres endroits on appelle bouche à oreille. Nous avons donc construit un système. Il reste encore beaucoup à faire, mais je me sens vraiment très heureux de voir comment des millions d'hommes et de femmes ici au Venezuela et dans le monde entier défendent la vérité du Venezuela. La guerre est cognitive parce que la guerre se joue dans le cerveau. Le cerveau gère les émotions et les concepts. La guerre est cognitive. Et pour une guerre cognitive, il faut créer une force de conscience, une force de valeur, une force spirituelle et livrer la bataille avec la vérité. Notre plus grande arme n'est pas une fusée nucléaire. Notre plus grande arme, c'est la vérité du Venezuela, qui est irréfutable. Pour le bien de notre pays. Nous défendons notre droit à la paix, nous défendons notre droit à la souveraineté nationale, au droit international qui garantit l'autodétermination des peuples. Nous défendons le droit à l'avenir et au développement. Ce sont des droits fondamentaux, garantis par l'Organisation des Nations Unies et par tous les traités internationaux. Le droit au développement des peuples, le droit à l'avenir, le droit à la paix. Et nous défendons une histoire glorieuse. L'histoire des libérateurs et libératrices de l'Amérique. Je pense donc que ce système de rues, de réseaux, de médias et de murs va prendre de plus en plus de force, de consistance. Et il va nous permettre, en 2026 et dans les années à venir, que le Venezuela soit connu pour ses vérités. Et non pas pour tant de manipulations et tant d'attaques malhonnêtes qu'il commette. Monsieur le Président, justement dans ce sens, les enquêtes récentes et indépendantes, non. Des enquêtes du gouvernement montrent qu'il y a en ce moment au Venezuela, un grand consensus national. La majorité des Vénézuéliens rejettent les menaces actuelles des États-Unis. Comment interprétez-vous ce soutien populaire et quelle stratégie votre gouvernement met-il en œuvre pour maintenir le peuple vénézuélien uni en ce moment?
Je crois sincèrement que les gens, surtout dans ce monde actuel dans lequel nous vivons, je te dirai en toute honnêteté, parce que je parle véritablement du plus profond du cœur d'un homme, moi, celui qui est ici présent devant vous, qui, dans ces rues où nous circulons maintenant, la paroisse d'El Valle, dans ces quartiers, j'ai grandi comme une personne simple, humble. Je ne suis pas un magnate, je ne veux pas l'être, je veux simplement rester ce que je suis, un homme simple du peuple qui gouverne depuis le peuple et avec le peuple. Maintenant, dans le monde, l'opinion publique américaine doit comprendre que nos peuples du Sud ont le droit d'exister, de vivre. On ne peut pas essayer d'imposer, avec la doctrine Monroe ou toute autre doctrine, un nouveau modèle colonial, un nouveau modèle hégémonique, un nouveau modèle interventionniste, un modèle où alors les pays devraient se résigner à être des colonies d'une puissance et nous, les peuples, esclaves de nouveaux maîtres. C'est inviable. Déjà au XXIe siècle, totalement inviable. Et ils doivent comprendre ces chiffres qui existent. J'imagine qu'au plus haut niveau de la prise de décision étatique, aux États-Unis, de l'État en général, de toutes les institutions, ils doivent disposer de données fiables de son comportement, parce qu'il existe ce qu'on appelle désormais le big data, Big data. et ils le font grâce à l'intelligence artificielle, et vous pouvez avoir l'opinion publique de tous les pays. Selon l'utilisation du réseau T. Je vous confie un secret. Puis-je te l'avouer? Nous sommes ici pour ça. C'est une confession. Je vous le dis. Nous avons la technologie. Ce n'est pas seulement l'un de nos moyens de mesurer l'opinion publique nationale, mais aussi celle d'autres pays. Donc, ces puissances mondiales la possèdent aussi. Et ils doivent savoir que la réaction immunologique de la société vénézuélienne face à l'assaut et au vol de son pétrole a été un rejet à 95%. Ils doivent savoir que le gouvernement actuel des États-Unis, au Venezuela et en Amérique latine, mais je parle pour le Venezuela, je ne vais pas te donner de données sur l'Amérique latine, on pourra en parler un autre jour, lors d'une autre conversation, maintenant en janvier. Ils doivent savoir que 95% rejettent ce que fait le gouvernement actuel des États-Unis en menaçant militairement le Venezuela. C'est la réaction immunologique de toute la société vénézuélienne. Ils ont besoin de savoir que la personne qu'ils ont placée à la tête de cette organisation a plus de pouvoir. Au Venezuela, la droite est très isolée et rejetée. Aujourd'hui, on pourrait dire que les États-Unis n'ont aucune force politique alliée au Venezuela, car cette dame, nommée María Machado, originaire du Venezuela, est appelée ainsi la Sayona. Elle enregistre un taux de rejet de 85%, soit un rejet total de la part de la société vénézuélienne. Jamais, ni elle, ni ce qu'elle représente, n'auraient la capacité de gouverner ce pays. Je sais qu'ils le savent. Au nord, ils le savent, et en général, dans le monde entier, ils le savent. Et ils doivent savoir que nous, les forces patriotiques du pays, le président Maduro, bien au-delà du PSUV, bien au-delà du grand peuple patriotique, en ce moment bénéficie de plus de 70% de soutien dans la lutte que je mène pour la défense de la souveraineté nationale et pour la paix. Au-dessus de 70, nous n'avions jamais eu de tels chiffres auparavant, et il faut dire qu'ici, il y a eu du soutien pour le commandant Chavez à toutes les étapes. Et il faut dire aussi que nous avons obtenu du soutien à différentes étapes, comme nous l'avons démontré lors des processus électoraux. Ce sont donc des chiffres très éloquents qui te disent l'état de l'opinion publique nationale et comment le Venezuela a atteint un niveau de consensus et d'union nationale jamais vu auparavant. Jamais vu auparavant. Je l'appelle l'union parfaite, populaire, militaire, policière. Mais on pourrait même l'appeler l'union la plus large de tous les secteurs, l'union nationale que nous n'avions jamais connue. C'est la réponse immunologique, naturelle de la société vénézuélienne face à l'agression illégale, disproportionnée, menaçante et belliqueuse que nous avons subie pendant 28 semaines consécutives.
Exactement. Parlons de... Cette même paroisse, en effet. Ouais, oui. Regardez, ça bouge. Ici, les gens achètent de la glace à la dernière minute. Caracas est divisé en paroisses, n'est-ce pas? Oui, les paroisses, ça a toujours été comme ça. Finalement, par le biais des églises Oui, c'est la division. ecclésiastiques. Politico-territorial. Politico-administratif, ecclésiastique. Antigua, exact. C'est la paroisse El Valle. Vous voyez, voici le chemin qui mène au quartier de Zamora. Dans cette rue, ici, j'avais de grandes amitiés. À droite, le quartier Zamora monte, il arrive à la Matanza parce qu'il y avait là un abattoir où l'on tuait du bétail. La Matanza, ici c'est Zamora. Ici à côté, le 19 avril, on l'appelait aussi la Ceiba. Ici, il y a le métro, regarde, le métro passe juste en dessous, c'était la Ceiba. Ici c'est Longaray. C'est une zone que je connais très bien, que j'ai très bien connue. Dans ces années-là, 76, 80, 80 et quelques, nous faisions du travail dans tous ces quartiers avec le ciné-club. Groupe de baseball, de football, groupe de théâtre et le travail politique. J'ai grandi par ici, 14, 15, 18 ans. Et voici le lycée où se trouvait l'épicentre de notre mouvement révolutionnaire. Le lycée José Avalos. José. Avalos inoubliable. Tout cela, Cerro Grande. Ici, dans le quartier de Cerro Grande, eh bien, c'est très excitant d'être ici. Il faut le dire, nous y sommes. Le 31, nous disons au revoir à l'année en direct. Est. Très important. Cette interview sera diffusée le premier jour, mais disons simplement que c'est très animé, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Un podcast. Vous pourriez être avec votre Famille. Podcast. le premier podcast. Écoutez, parlons de la menace, puis un officier de l'armée américaine. Le Venezuela fait face à cette menace navale militaire, à ce déploiement au large des côtes vénézuéliennes depuis plus de 5 mois. Et la question que beaucoup de gens se posent est, comment l'interpréter? L'intention des États-Unis. Que recherchent les États-Unis? Cherchent-ils à faire pression pour briser l'unité dont nous venons de parler? L'unité de la révolution, l'unité de la force armée nationale bolivarienne, l'unité du gouvernement bolivarien et du peuple? Ou essaie-t-il de lancer une véritable attaque pour procéder à ce qu'on appelle un changement de régime? Comment l'interprétez-vous? Cette attaque? Je pense qu'il existe un débat ouvert dans la société américaine et ici au Venezuela également sur ce que le gouvernement américain actuel tente d'accomplir avec toutes ces menaces inhabituelles, illégales et, comme certains l'ont dit, extravagantes. Et quel est leur objectif? Et il est clair qu'ils cherchent à s'imposer par la menace, l'intimidation et la force. Tout cela constitue une violation le droit international de la paix établi après la période d'après-guerre avec la Fondation des Nations Unies. En 1945, plus précisément, elle marquait le 80e anniversaire de la Fondation des Nations Unies et du droit international, la Charte des Nations Unies, qui constitue la base de tout le droit international. Après la guerre, elle interdit et condamne expressément tout pays qui menace un autre par l'usage de la force. Il l'interdit, le condamne et l'établit comme crime international. Et il condamne et interdit l'usage de la force d'un État contre un autre. Parmi d'autres éléments. Cela a un grand contenu légal, juridique. Il viole les lois internationales de manière éhontée. Et en plus, cela comporte une grande dimension éthique, morale. Parce que le peuple des États-Unis doit se demander s'il a élu le gouvernement actuel pour qu'il recommence à lancer des interventions militaires en Amérique latine. En principe, c'est le contraire. Ils ont élu ce président parce qu'il promettait de ne pas intervenir à l'étranger. C'est pourquoi je dis que l'opinion publique des États-Unis, les médias, mais surtout les gens ordinaires, la jeunesse des États-Unis, le peuple chrétien,
mes frères chrétiens des églises chrétiennes, je suis moi-même membre d'une église. Il faut se demander si c'est éthique, si c'est moral et si c'est chrétien de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ont-ils élu leur gouvernement pour qu'ils recommencent à lancer des interventions militaires en Amérique latine et dans les Caraïbes, pour qu'ils cherchent à provoquer des changements de régime par la force en Amérique latine et dans les Caraïbes? Pour qu'ils organisent des coups d'État, qu'ils encouragent des coups d'État en Amérique latine et dans les Caraïbes? Pour qu'ils commencent les préparatifs d'une grande guerre, une de ces guerres éternelles? Parce que je l'ai dit dans mon discours et aussi dans ma chanson. Pas de guerre insensée. Pas de guerre insensée. Je l'ai dit, mais je l'ai même dit et ensuite c'est devenu une chanson, partout. J'ai dit non à une nouvelle guerre du Vietnam. Ou bien est-ce que les États-Unis sont fiers de ce qui s'est passé au Vietnam? Je ne le crois pas. Si tu fais un sondage, 80% des Américains ne veulent pas d'une guerre du Vietnam. Ils ne veulent pas d'une nouvelle guerre en Afghanistan. Ou bien sont-ils fiers de l'Afghanistan? Ils vont ramener une guerre du Vietnam, une guerre d'Afghanistan, une guerre d'Irak, une guerre de Libye, ici, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud. Ce sont des réflexions. Ce sont des réflexions. Ainsi, la politique du gouvernement actuel des États-Unis va à l'encontre des aspirations de la société américaine et de celles de l'humanité, parce que ce à quoi aspire l'humanité, c'est le dialogue, la diplomatie, la paix, le respect entre les États, le respect entre les peuples. Nous sommes dans notre droit. Moi, en tant que président, je suis dans mon droit. Nous sommes dans notre droit, dans le droit international, dans la Constitution. Nous défendons ce que nous avons de plus sacré, notre terre, nos ressources naturelles, parce que, quel est le but? Quel est le but? Le gouvernement actuel des États-Unis, ils l'ont déjà dit, s'emparer de tout le pétrole du Venezuela, ils l'ont déjà dit, de l'or, des terres rares, des richesses du Venezuela. Il y a donc une expression en espagnol qui dit « comme ça, non, comme ça, non ». Nous voulons la paix, nous voulons le respect du droit international et attendons les semaines, les mois à venir. Good job, good job! USA! 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 La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad.